camarade, adieu, brave camarade. Tu es tombé pour défendre tes frontières, les hommes et leurs biens. Regarde autour de toi, écoute le fer sonner au monde. Les officiers, les généraux, garde à vous, ou les honneurs d'adieu. On t'oubliera jamais. Toi, le soldat au permanent, toujours fidèle pour servir, le grand honneur pour bâtir, avec ou sans médaille, ta mission bien accomplie, tes amis, ta femme, tes parents, bienvenue, sont tous fiers de toi. Bienvenue à tous. Adieu, vaillant camarade. Adieu, vaillant camarade. Nous sommes le lundi 18 mai 2020. Pour notre part, depuis au moins 18 jours, nous avons constaté et acté de façon irréversible la vacance de la présidence de la République du Cameroun. Et nous l'avons fait savoir au monde entier. Chers amis, soyez les bienvenus dans cette brève émission consacrée à analyser le désarroi, le doute, la détresse, l'angoisse qui s'empare aujourd'hui de l'armée du Cameroun, une armée résolument sans commandant en chef, une armée désormais sans doctrine, une armée désormais sans orientation, une armée sans vision, une armée sans cohésion, une armée sans confiance, une armée de sans confiance, et qui se retrouve dans un pays qui va connaître incontestablement des mutations, et des mutations très rapides. Que cette armée le veuille ou non, que le régime moribond de M. Biya le veuille ou non, que la puissance française qui veut entièrement contrôler la situation le veuille ou non, le Cameroun va connaître de très rapides changements sociaux, économiques, culturels et politiques, comme beaucoup de pays d'Afrique en ce 21e siècle. Je vous souhaite la bienvenue ici. J'ai partagé sur la page Facebook le lien de cette conférence YouTube. J'ai également partagé le lien de cette conférence sur la page Twitter. Vous êtes donc potentiellement une centaine de milliers de personnes à travers le monde qui pourraient le plus tôt possible bénéficier de cette émission. Vous savez, chers amis sur Facebook, que la distribution des pains spirituels de la liberté se heurte toujours à l'organisation cyberterroriste des agences des dictatures africaines qui redoutent notre verbe de liberté, notre verbe de vérité et de justice. Défendez au mieux vos conférences et dans tous les cas, partagez-les, car c'est le partage qui nourrit la réflexion, c'est la réflexion qui inspire l'action et c'est l'action qui change l'histoire. C'est lorsque les idées, forces, pénètrent les esprits, qu'elles deviennent des forces sociales, des forces historiques, des forces matérielles et qu'elles transforment effectivement le monde. Vous avez sans doute, comme moi, en cette journée du 18 mai, reçu un certain nombre d'informations, à prendre bien sûr toujours avec les pincettes, au sujet de l'état de l'armée camerounaise et notamment au sujet de l'état du sommet de l'armée camerounaise. Dans le propos que je vais tenir aujourd'hui, dans cette brève intervention consacrée à l'état de l'armée camerounaise, à ses doutes et à ses recompositions inévitables, je vais obéir à 3 moments. Dans un premier moment, je vais rappeler l'état de l'armée camerounaise dans ses grandes lignes, sa situation globale. Deuxièmement, je vais rappeler des informations inquiétantes
qui émanent de cette armée, que ce soit de la base ou du sommet de cette armée vers la population au sens large, et telles qu'elles sont relevées par des observateurs nationaux et internationaux pertinents. Dans un troisième moment, je vais poser le problème du choix cornélien auquel est confronté à cet instant précis, en ce 18 mai 2020, soit à 2 jours de la fête traditionnelle de l'unité nationale, eh bien, le choix cornélien auquel est confrontée l'armée camerounaise. Un choix qu'elle ne pourra pas contourner, auquel elle n'échappera pas parce qu'elle est partie totale de la société camerounaise et parce que tout ce qui peut arriver au Cameroun, eh bien, lui arrivera aussi, et peut-être d'abord. Commençons par le premier point, quel est l'état de l'armée camerounaise? L'armée camerounaise est en très mauvais état, au sens matériel du terme. Une simple observation des informations mises à notre disposition par le ministère camerounais de la Défense sur son site internet montre un terrible déséquilibre de moyens entre l'armée camerounaise au sens large et la milice tribalo-centrée fabriquée par M. Biya et ses proches et son clan pour assurer la sécurité de son pouvoir. En fait, il n'y a pas une armée camerounaise. Il y a à tout prendre 2 armées camerounaises. Il y a la grande majorité des soldats camerounais abandonnés à eux-mêmes, dans des camps militaires délabrés, dans des conditions de travail complètement rudimentaires, dans des journées vagues, vides, vaines, dans des bureaux en fait désœuvrés. Ça, c'est la situation de la majorité en fait des effectifs de l'armée camerounaise. Et puis, il y a une autre armée camerounaise, celle qui regroupait autour de la garde présidentielle, du bataillon d'intervention rapide et des renseignements généraux, par extension de la sécurité militaire, qui est une partie de la gendarmerie, bénéficie d'un traitement spécial du pouvoir. Parce que cette armée dans l'armée est en réalité chargée d'assurer l'équilibre de la terreur grâce auquel le régime antidémocratique, antipopulaire, antinational de M. Biya règne depuis 40 ans, à la suite de celui de M. Ahidjo, qui a hérité des mêmes fondements. Ce sont des régimes issus de l'ordre colonial français. Ils ne sont pas issus du processus démocratique camerounais. L'objet de cette conférence n'est pas de vous le réexpliquer. Pour ceux qui bénéficient des pains spirituels de la liberté du professeur Franklin Nyamsi au Cameroun savent que le régime camerounais actuel, qui date de 1960, est un régime d'essence coloniale et non pas démocratique. Ce sont des institutions par le haut et non pas par le bas. C'est un régime illégitime, illégal. C'est un régime antinational. C'est un régime qui a été constitué d'élites camerounaises qui étaient opposées à la souveraineté véritable du peuple camerounais, à l'indépendance réelle du peuple camerounais. Ainsi, il y a donc 2 armées. Il y a une armée en général qui est très peuplée, mais en fait qui est inutile, inefficace. Et puis, il y a à l'intérieur de cette armée ce que M. Biya et son clan considèrent comme la véritable armée, en fait une milice à son service. Et cette milice, elle est surarmée, cette milice est bichonnée, cette milice est surveillée comme du lait sur le feu, et c'est cette milice qui contrôle la puissance de feu. D'ailleurs, ce que je vous dis est aisément vérifiable si vous allez tout de suite analyser la dotation en matériel, la dotation en bataillon des 5 principales régions militaires du Cameroun. Vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 régions militaires au Cameroun. Mais qu'en fait, sur les 5 régions militaires, il y en a 3 qui sont surarmées. Et vous allez voir que les 3 qui sont surarmées sont celles dans lesquelles travaille en particulier l'armée qui est dans l'armée. C'est-à-dire le BIR, la garde présidentielle, la sécurité militaire, les renseignements généraux. Les 3 régions dans lesquelles le gros de cette armée est concentré sont la région du centre, la région du centre-sud, donc la capitale, autour de Yaoundé. Ensuite, la région du littoral sud-ouest. Ça, c'est le 2e gros des forces. Et le 3e gros des forces, c'est la 5e division, la 5e région militaire qui a été récemment créée en 2019 ou 2018 à tout prendre. C'est la région du nord-ouest et de l'ouest. Pour les 2 autres régions militaires,
et pour toutes les autres parties du pays, le régime utilise le principe des troupes aéroportées. C'est-à-dire que s'il y a une urgence, on met des hommes dans des avions, on met des hommes dans des hélicoptères et on les projette sur le théâtre d'opération. Quand ils finissent d'opérer, on les relève. Et on laisse la gestion du territoire au quotidien par notamment les forces de gendarmerie. Donc en fait, l'organisation de l'armée camerounaise est une organisation elle-même incompatible avec l'idée de république, avec l'idée d'unité nationale. Elle est incompatible avec l'unité, effectivement, de territoire, l'unité de vision, l'unité d'une nation. C'est une armée divisée. Et le principe de division a été pensé comme la condition du contrôle de cette armée. Je recommence. C'est une armée divisée, non pas simplement par accident. Non, c'est une armée divisée par essence, par définition. Parce que le principe de division a été à l'origine de l'ordre colonial. Diviser pour mieux régner, ça s'applique dans tous les départements du pouvoir. Donc l'armée est divisée parce qu'il faut opposer les militaires les uns aux autres, opposer des gendarmes les uns aux autres, opposer les policiers les uns aux autres pour les contrôler réciproquement. C'est le principe du diviser pour mieux que régner que j'ai déjà largement, pour mieux régner, que j'ai déjà largement expliqué à d'autres occasions, notamment lors de mes exposés sur la politique du soi-disant équilibre régional. Donc cette armée est une non-armée républicaine, car en réalité, de républicaine, elle n'a que le nom. Dans la pratique, c'est une armée discriminatoire, c'est une armée habitée par une discrimination interne. Voilà l'état de cette armée. Dans cette armée, en fait, les militaires craignent davantage d'autres militaires qu'ils ne craignent la loi, la justice, la vérité. En fait, la plupart des militaires camerounais ont peur de leurs collègues qui bénéficient des meilleures dotations militaires. La plupart des militaires camerounais ont peur de leurs collègues du BIR, ils ont peur de leurs collègues de la garde présidentielle, ils ont peur de leurs collègues de la sécurité militaire, ils ont peur de leurs collègues des renseignements généraux parce que ils sont aussi bien brutalisés par ces collègues-là que collectivement l'armée camerounaise brutalise le peuple camerounais à la première occasion. Voilà une description générale de ce qu'on appelle armée camerounaise, qui n'est pas en réalité une armée, mais des armées. Une armée populaire, mais en fait qui n'a aucun moyen d'action. Une armée antipopulaire qui contrôle à la fois l'armée populaire, qui menace l'armée populaire et qui oblige l'armée populaire à participer avec elle, l'armée antipopulaire, à la répression régulière quotidienne des Camerounais. Ça, c'est la première question à laquelle je voulais que nous répondions aujourd'hui. Quel est l'état de l'armée camerounaise? Vous savez donc, c'est une armée divisée. C'est une armée qui n'est pas une armée. C'est une armée à plusieurs échelles, à plusieurs... Donc, il ne suffit pas que vous voyez quelqu'un avec les grades de colonel, le grade de, je ne sais pas, général, capitaine, ça ne veut rien dire dans l'armée camerounaise. Le plus important, c'est de savoir, parmi les deux armées dont je viens de vous parler, à laquelle il appartient. N'est-ce pas? Si vous savez à laquelle il appartient, c'est-à-dire à l'armée populaire générale, l'armée inutile, eh bien, il peut être colonel, colonel-major, parfois même il peut être général, ça ne veut rien dire. La plupart du temps, il s'occupe de faire ses business au quartier, il a ses plantations, il a ses petites affaires, il s'occupe d'élever ses enfants. Il vient au bureau vers 10h, 11h, il est rentré à 15h chez lui, il a disparu à 15h. Quand ils font partie de l'armée inutile, les militaires camerounais ne servent à rien. Et ils le savent. Et d'ailleurs, ils s'occupent d'autres choses. Parfois, certains se présentent au camp militaire à l'heure du lever des couleurs, ils font le salut aux couleurs, ensuite ils s'en vont en ville. Et voilà leur vie. Il y a eu des corps militaires qui ont tenté de rompre cette mauvaise habitude dans l'armée populaire camerounaise, et ces corps sont à saluer parce qu'ils sont l'embryon de ce que devrait être une armée d'un pays sous-développé, une armée de développement. Je pense en particulier à un corps que j'ai eu l'occasion d'observer parce que j'ai grandi dans une région du Cameroun où ce corps était installé. Et j'ai eu l'occasion d'observer ce corps particulier de l'armée camerounaise qui mérite d'être peut-être l'un des lieux à partir duquel il faudra repenser la doctrine de l'armée et l'organisation de l'armée. Est-ce que vous connaissez ce corps? Je vais vous donner le nom de ce corps particulier de l'armée camerounaise qui mérite d'être salué en toutes circonstances. C'est le génie militaire. Je recommence. Il y a un corps de l'armée camerounaise. Les gens parlent du BIR, etc. S'il y a un corps qui est le plus utile dans l'armée camerounaise, on commence d'abord par le génie militaire.
C'est un corps constitué de militaires bien formés, de techniciens, de polytechniciens, d'ouvriers spécialisés, sortis des meilleures écoles du pays et même parfois qui ont bénéficié des meilleures formations à l'étranger et qui ont participé activement à des actions de développement à travers tout le Cameroun. Je salue ici tous les militaires camerounais du génie militaire qui ont participé de près ou de loin à développer le Cameroun. Dans la plupart des villes du Cameroun, vous avez des infrastructures, notamment des routes, qui n'auraient pas existé sans le génie militaire. Il faut que les Camerounais connaissent leur armée et apprennent à apprécier ses qualités, ses valeurs, à partir desquelles la reconstruction sera possible. Je salue le génie militaire. C'est un corps militaire camerounais qui mérite d'être respecté par les Camerounais. On a vu le génie militaire tracer, ouvrir des villes. On a vu le génie militaire doter les Camerounais de voies praticables, exemplaires d'ailleurs parfois de meilleure qualité que les voies construites par les Chinois. Il faut saluer le génie militaire et reconnaître qu'il n'a pas tout à fait les moyens de sa politique. S'il y avait eu une véritable politique de développement du génie militaire camerounais, nous aurions sans doute aujourd'hui la plus grande armée de développement de toute l'Afrique francophone. Il y a un deuxième corps à l'intérieur de cette armée, c'est le corps des hôpitaux et des médecins militaires, des infirmiers militaires. On devrait les saluer aussi. Franchement, à ma connaissance, c'est l'un des rares corps où, paradoxalement, la corruption n'a pas aussi bien triomphé que dans la plupart de nos hôpitaux. Beaucoup peuvent témoigner de situations de santé, de situations de vie qui ont été débloquées parce qu'ils étaient à côté d'un hôpital militaire. Quand les militaires ont été bien formés, quand ils ont les conditions idéales de vie, les militaires sont des agents de vie, des agents de prospérité. Les militaires peuvent être des agents de développement, de fraternité, de solidarité et même de discipline collective. Voilà deux corps de l'armée camerounaise que je salue, comme on peut saluer le corps des sapeurs-pompiers qui s'efforcent d'exister du mieux qu'il peut avec les moyens rudimentaires qui sont les siens. Mais à côté de cela, l'armée camerounaise, retenez-le bien, n'est pas une armée nationale, c'est une armée en fait constituée de deux blocs. Un bloc populaire mais inutile, désœuvré, chargé de faire valoir des gens qui, sont militaires pour la forme mais ils ne font rien de militaire. Et puis, un corps qui est bichonné, soigné, surveillé, surpayé, surprimé, et qui, quant à lui, considère que sa survie passe par la survie du pouvoir. Voilà la première question. Je voudrais passer très rapidement maintenant à la deuxième question de cette émission à l'adresse et portant sur l'armée du Cameroun. Mais quelles sont les informations qui nous parviennent aujourd'hui de l'état de cette armée? Quelles sont les informations inquiétantes qui nous parviennent? Vous avez tous reçu aujourd'hui, comme moi je crois, sur les réseaux sociaux, d'abord une information assez inquiétante, si elle est vérifiée, qu'il faut prendre avec des pincettes, bien sûr. Celle selon laquelle le militaire le plus important de l'armée camerounaise, à savoir le chef d'état-major, le général de corps d'armée René Claude Meka, aurait révélé, en présence de ses neveux, et depuis un lit d'hôpital où il souffrirait du Covid-19, aurait révélé qu'il a été contaminé. Il aurait été contaminé en réalité par le président Biya lui-même, et que depuis lors, c'est-à-dire au mois de mars, depuis le mois de mars 2020, il lutte contre la mort parce qu'il aurait développé la maladie du Covid. Et le même aurait révélé à ce neveu, qui a diffusé l'information manifestement sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui, que le président Biya serait mort des suites du Covid-19 depuis maintenant plus d'un mois et que l'un des malheureux héritiers et de la contamination par le président Biya se trouve être son oncle, le général René Claude Meka, qui aujourd'hui se battrait contre la mort sur un lit d'hôpital. Toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes. Par exigence d'honnêteté intellectuelle, je ne suis pas en l'état pour le moment de vous confirmer ou d'infirmer cette information émanant des milieux du pouvoir. Mais
j'applique à cette information la méthode qu'on appelle la méthode du recoupement. Et je constate qu'en effet, le général de corps d'armée René-Claude Meka a disparu de tous les radars depuis pratiquement le début de la pandémie du Covid. C'est-à-dire depuis le mois de mars, on ne l'a plus véritablement aperçu sur les théâtres des opérations. J'en tire donc une première conclusion. Il y a un problème, il y a un handicap opérationnel au sommet de l'armée camerounaise. Ça, au moins, c'est une conclusion scientifique indiscutable. Jusqu'à ce que le général de corps d'armée, chef d'état-major actuel de l'armée camerounaise, René-Claude Meka, ne s'exprime au vu et au su des Camerounais, nous pouvons acter que, à la tête de l'armée camerounaise actuellement, il y a un déficit de commandement. Car, en effet, cette information qui circule et qui mérite d'être vérifiée et recoupée semble être validée par le constat. J'ai fait une enquête sur les réseaux d'information de la disparition de tous les radars de l'information publique, la disparition pratiquement depuis le début de la pandémie du Covid, la disparition simultanée de M. Biya et du chef d'état-major. Ça, c'est un fait. Deuxième information intéressante, et elle est vérifiée depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. Et les Camerounais que j'invite à sortir des bars et à s'occuper du Cameroun, les Camerounais que j'invite à sortir des bars et à s'occuper du Cameroun ont intérêt à surveiller le Cameroun comme du lait sur le feu. Tout le monde qui suivrait l'état d'évolution des informations sur le fonctionnement de l'armée se serait rendu compte depuis pratiquement 3 mois de la guerre ouverte que se livre le ministre actuel de la Défense, Joseph Betty Assomo, et le chef d'état-major des armées du Cameroun, le général de corps d'armée René-Claude Meka. Je recommence ce point, parce qu'il y en a qui m'écoutent là et qui sans doute découvrent cette information par ma bouche. Il y a un conflit ouvert entre le général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major de l'armée camerounaise, d'une part, et d'autre part, le ministre de la Défense du Cameroun, ministre délégué à la présidence de la République, Joseph Betty Assomo. Ce conflit se traduit par des désaccords sur les nominations et sur les mises à la retraite de militaires, que ce soit à l'intérieur du Cameroun ou à l'extérieur, au sein des délégations consulaires. Il faut que les Camerounais notent bien cela. Maintenant, vous pouvez taper sur Google, après cette vidéoconférence, vous pourrez taper Betty Assomo plus René-Claude Meka et vous allez retrouver pratiquement 20 à 25 références du conflit ouvert qui les oppose. Pourquoi? Parce que M. Betty Assomo, qui est ministre délégué à la Défense auprès du président de la République, prend ses ordres en réalité auprès de l'actuel secrétaire général à la présidence de la République, qui est Ferdinand Ngongo, lequel Ferdinand Ngongo est lui-même l'homme de main de ce que j'ai appelé le clan de Nanga et Boko, contrôlé par Madame Chantal Pulchéry Biya. Donc, Betty Assomo est en train de reconfigurer l'armée sous les ordres de Ngongo, lequel Ngongo est l'homme de main de Madame Chantal Biya. Et qui, comme vous le savez, possède depuis le mois de février, curieusement, jusqu'aujourd'hui, une délégation de signature tout terrain. D'ailleurs, c'est cette délégation de signature accordée à M. Ngongo en début février qui, moi, personnellement, m'a alerté sur l'accélération de la procédure de vacances. Vous vous souvenez que j'avais énormément communiqué là-dessus, en disant qu'à partir de ce décret, de cette décision par laquelle un Paul Biya invisible aurait accordé à M. Ngongo le droit de signature et de nomination en son nom, il s'ensuivait que la vacance à la présidence de la République du Cameroun était actée. Je l'avais dit. Mais comme je m'appelle Franklin Nyamsiwa Cameroun, que je suis Camerounais de naissance comme la plupart des Camerounais, quand c'est moi qui le dis, on dit « Ah, on le connaît ». Lorsque c'est répété par la presse suisse, « Ah, on dit non, ça devient sérieux ».
Si c'est encore mieux, répété par la presse française, ah là, c'est vrai. Un jour, ça va finir. Un jour, vous prendrez l'habitude de ne pas aller chercher la vérité hors de votre propre conscience. Un jour, peuple camerounais, tu apprendras à ne pas aller chercher la vérité hors de ta propre conscience, de ta propre capacité de réflexion. Car je conclurai tout à l'heure sur cette question de la recherche de la vérité et du rôle que nous autres, serviteurs des pains spirituels, intellectuels engagés, intellectuels politiques, avons à jouer. Est-ce que nous possédons la vérité? Je répondrai à cette question pour finir. Enfin, nous sommes dans la deuxième partie de cette conférence et je suis en train de bien vous expliquer que le désaccord qu'il y a dans l'armée camerounaise, dans la hiérarchie de l'armée camerounaise, est donc un désaccord entre, d'une part, le clan dirigé par Chantal Pulchéry Biya, que j'appelle le clan de Nanga Eboko. Ce clan-là est au visage le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, et c'est lui qui agit directement à travers le Premier ministre Dion Ngouté et qui agit directement à travers, bien sûr, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, le ministre Joseph Betty Assomo. Et puis, de l'autre côté, il y a donc le clan que j'ai appelé le clan de Mvomeka, qui rassemble globalement, pour ainsi dire, un certain nombre d'élites politiques autour de Franck Emmanuel Biya. Franck Emmanuel Biya qui aspire, tout le monde s'en est bien rendu compte, mais moi je l'ai dit depuis 4 ans ou 5 ans, qui aspire à une succession à la gabonaise ou à la togolaise à la tête de l'État du Cameroun. Franck Biya a sa main sur l'armée à travers le général de corps d'armée René Claude Meka, à travers le général de corps d'armée René Claude Meka, et à travers notamment le contrôle du quartier général, le contrôle du bataillon d'intervention rapide, le contrôle de la sécurité militaire. Il détient des positions stratégiques qui lui permettent de peser très lourd sur le clan de Nanga Eboko. Donc le conflit qu'il y a maintenant à la tête de l'armée camerounaise est un conflit principalement entre le clan de Nanga Eboko, de Chantal Pulchéry Biya, et le clan de Mvomeka, de Franck Emmanuel Biya. Et cela se traduit par une bataille autour des positionnements d'officiers, des nominations d'officiers. Une bataille qui risque à tout moment de se traduire par un conflit militaire ouvert. Bien sûr, la diplomatie française locale a jusqu'ici tout fait pour jouer les sapeurs-pompiers et elle continue d'imposer à ces deux clans de négocier sur la formule de mise en place d'une succession de gré à gré à la suite de la disparition manifeste de M. Biya. Donc voilà la deuxième information clé que je dois vous donner dans cette deuxième partie. À savoir qu'il y a bel et bien bataille ouverte. Mais j'ai dit qu'il y avait un troisième clan du pouvoir qui est constitué des ministres par les ministres qui sont en prison. Le groupe des Rémi Zemeka, le groupe de Mebengo, le groupe des Ababa, les gens qui sont en prison, ont aussi leur influence dans l'armée, et notamment auprès de certains officiers retraités et de certains sous-officiers, et de certains officiers même. Ils ont accumulé des moyens financiers énormes et croient pouvoir être le troisième larron qui viendra ramasser la mise lorsque le clan de Nanga Eboko et le clan de Mvomeka se seront mutuellement détruits. Voilà la situation. Et ça, c'est aisé à vérifier dans les informations nationales. Si vous tapez René Claude Meka plus Joseph Betty Assomo, vous allez voir le nombre d'articles qui relatent des querelles ouvertes entre eux, des querelles virulentes et violentes sur le positionnement des hommes. Bon, maintenant, je viens à la troisième et dernière partie de cette communication. Que va faire l'armée camerounaise? Que peut-elle faire face à cette situation? Alors, l'armée camerounaise a un problème, c'est que ce n'est plus simplement une rumeur, c'est devenu une information qui s'est diffusée du plus petit soldat au général le plus important, l'information de la disparition du président Biya. C'est une information qui est devenue une vérité de la palisse.
Je rappelle que la disparition du président Biya est un concept qui a 3 sens possibles. Premier sens possible, disparition pour cause de décès. Deuxième sens possible, disparition pour cause d'état de coma. Troisième sens possible, disparition pour cause de démence sénile prononcée. Dans les 3 cas, ce n'est plus quelqu'un qui serait en aptitude de commander même un temps soit peu, comme il le faisait maladroitement ces dernières années. Voilà les 3 hypothèses qui habitent la notion de disparition et qui fondent le constat de la vacance du pouvoir présidentiel au Cameroun. Soit le décès, soit un coma, donc maladie grave prolongée, soit tout simplement une démence sénile. C'est d'ailleurs à cause de cette disparition, de cette incapacité, de cette défaillance et de cette vacance que les services de M. Biya ont organisé depuis pratiquement mi-avril jusqu'à maintenant une succession de fausses audiences. Moi, professeur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, serviteur des pains spirituels de la liberté, en ce 18 mai 2020, je confirme, je persiste et je signe que ce n'est pas M. Biya qui a reçu l'ambassadeur voyou de France à Yaoundé, Christophe Guillou, le 16 avril à Yaoundé. M. Guillou est allé à un montage vidéo. Et maintenant, c'est une évidence, même pour le président de la République française, Emmanuel Macron, qui croyait l'avoir envoyé et avoir réussi sa mission. C'est échoué. Vous avez observé depuis lors que M. Guillou a disparu. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que vous voyez encore Guillou foutre ses pieds à Biyaoud? Parce que maintenant, près de 80 000 citoyens du Cameroun et à travers le monde lui demandent de quitter le Cameroun. Et nous maintenons la pression. Nous sommes en train d'aller vers 100 000 pétitionnaires pour demander à M. Christophe Guillou de quitter le Cameroun et à M. Emmanuel Macron d'envoyer un nouvel ambassadeur de France au Cameroun qui respectera la souveraineté du peuple camerounais et qui ne tentera pas de participer à l'invention du gré à gré contre le peuple du Cameroun. Bon, ça, je dis aussi, moi, professeur Franklin Nyamsi Ouah Cameroun, je dis aussi que le 13 mai 2020, le représentant soi-disant de l'ONU en Afrique centrale, M. Lousseni Fall, n'a jamais rencontré au palais de l'unité à étudier à Yaoundé M. Paul Barthélemy Biya. Il y est allé jouer lui aussi un film. Nos analyses filmiques l'ont établi de manière irréfragable. Et M. Lousseni Fall fait partie de la France-Afrique. Il a simplement ici joué un rôle. Je dis donc que le 13 mai, l'audience dont on vous a parlé était également un montage, comme celle du 16 avril. Je le dis avec 100% de certitude. Je dis bien 100% de certitude. Et vraiment, je demande à tous ceux qui, malgré tout, ont tenté de persister dans mes inbox, professeur, il faut laisser. J'ai même entendu un individu perché et isolé qui prétendrait ramener le serviteur des pains spirituels de la liberté à l'ordre en lui disant non, il ne faut plus parler de vacances, il ne faut plus parler de disparition. Je maintiens que M. Biya est un président défaillant, vacant et disparu. Et j'ai donné les 3 modalités de sa disparition. Et je dis bien que même si, par impossible, on me ramenait l'épave humaine qu'est devenue actuellement M. Biya, eh bien, ça ne changerait rien à ce que je viens de dire. Il n'a pas reçu en audience le 16 avril, M. Guillou. Il n'a pas reçu en audience le 13 mai, M. Fall. M. Biya n'est plus apte à diriger un pays. Soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il est dans le coma, soit parce qu'il est complètement gaga, sénile. Et dans ces 3 cas, nous n'en avons plus besoin. La page Paul Barthélemy Biya est tournée. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de faire prendre conscience aux Camerounais de la nécessité de prendre leur destin en main, en prenant incessamment les rues du Cameroun pour obtenir le programme en 5 points, dont je parlerai à la dernière partie de cette conférence. 3e point, comme un 3e larron, est apparue la présidente de la Confédération suisse, qui prétend avoir discuté avec M. Biya au téléphone. Avouez que si on n'a pas pu prouver que M. Biya a tenu une audience par télévision,
Ce n'est pas par téléphone qu'on peut le prouver. Oui ou non? Est-ce que cette dame-là pourrait certifier qu'elle connaît la voix de M. Biya? Est-ce que si on mettait plusieurs voix sur plusieurs téléphones, cette soi-disant donc dame qui dit avoir eu une conversation avec lui pourrait dire voici la voix de Biya et là ce n'est pas sa voix? Non, elle n'en a pas la compétence. Mieux, je vous informe en ce lundi 18 mai 2020 que le Parlement suisse a commencé à démentir la présidente de la Confédération suisse. Un député suisse a eu le courage de dire à la présidente de la Confédération suisse, vous n'avez pas parlé au téléphone avec M. Paul Biya, mais avec quelqu'un qui vous a été présenté par les services de la présidence du Cameroun comme étant M. Paul Biya. Je recommence. Un député de la Confédération helvétique s'est exprimé et vous pouvez retrouver son tweet. Il est disponible sur tous les réseaux sociaux et il a dit ceci. La présidente de la Confédération suisse qui prétend avoir parlé avec M. Biya au téléphone se trompe ou alors elle trompe. Dans les deux cas, c'est faux. Elle n'a pas parlé avec lui. Elle a parlé avec quelqu'un que les services de M. Biya lui ont présenté comme étant M. Biya. Quelqu'un qu'on vous présente comme étant M. Biya, ce n'est pas M. Biya. C'est quelqu'un qu'on vous présente comme étant M. Biya. C'est clair ou c'est pas clair? Très bien, ça c'est clair. Donc, les trois tentatives de manifestation physique de M. Biya dans l'espace socio-politique, dans l'espace-temps du Cameroun, se sont soldées par un échec cuisant et total. Et moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, je suis là ce 18 mai 2020 pour dire au peuple du Cameroun, ni le 16 avril, ni le 13 mai, ni encore tout récemment, il n'y a eu de preuves d'apparence, d'apparition, de réalité de l'existence de M. Biya parmi les acteurs de ce monde. Eh bien, ce que je vous dis là, sachez que l'armée camerounaise, du sommet jusqu'à la base, le sait mieux que vous et moi. Vous avez, dans tous les quartiers, dans tous les milieux sociaux du Cameroun, des militaires, des gendarmes et des policiers. Que chacun se rapproche de ceux qu'il connaît et qui leur pose la question intimement, sans les enregistrer. La réponse sera systématiquement oui, nous savons que ce monsieur-là, en tout cas, il n'est plus capable de diriger. Il est définitivement incapable de diriger le pays. Il y a quelque chose de grave qui lui est arrivé. Et d'ailleurs, vous entendrez, à pratiquement 90%, cet homme-là, nous pensons qu'il est vraiment décédé. Voilà ce que pense l'armée camerounaise. Voilà ce qu'elle sait. Et voilà ce qu'elle dit quand elle n'est pas menacée par les espions. Alors, la question qui se pose à l'armée camerounaise est, aujourd'hui, allez-vous continuer à massacrer dans le nord-ouest et le sud-ouest au nom d'un régime dont le sommet est complètement décapité? Un régime dont vous ne savez pas quel avenir il vous réserve. Allez-vous continuer à le faire? Deuxième question. Allez-vous continuer à réprimer des Camerounais en obéissant aux ordres des seconds couteaux de M. Biya, alors que vous savez que maintenant toute la communauté internationale enregistre les noms de tout militaire qui participe à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, à des actes de torture, et que vous serez poursuivis tôt ou tard partout sur la terre pour les actes que vous aurez posés? Gendarmes, militaires du Cameroun, allez-vous continuer à sacrifier votre avenir et celui de vos enfants, celui de vos familles, pour un régime qui, très clairement, a périclité, un régime qui est devenu creux et vide? Ça, c'est la deuxième question qu'on doit leur poser. Et la troisième question qu'on doit leur poser, c'est, mais que ferez-vous? Que ferez-vous lorsque le clan vous dira, oui, c'est vrai, le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun et plus de 70 000 pétitionnaires camerounais à travers le monde et l'écrasante majorité de la population du Cameroun, c'est vrai, ils ont raison, c'est vrai. Monsieur Biya n'est plus. Monsieur Biya a disparu. Monsieur Biya est dans un coma irréversible où Monsieur Biya est devenu complètement impotent, dément sénile. Lorsque ce clan avouera cette information, quelle attitude adoptera l'armée camerounaise? On doit lui poser cette question.
L'armée camerounaise envisage-t-elle à ce moment-là d'envoyer un de ses chefs prendre le pouvoir par coup d'État? Première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'armée camerounaise envisage-t-elle à ce moment-là d'attendre, comme le peuple camerounais sait si bien le faire, que quelqu'un veuille bien finalement dire au sommet de l'État ce qu'il y a à faire? Enfin, dernière hypothèse, est-ce que l'armée camerounaise va prendre conscience du fait que c'est une chance extraordinaire qui lui est donnée de participer positivement au changement du Cameroun? Eh bien, moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, je travaille et j'invite les membres de l'armée camerounaise à travailler sur la troisième hypothèse. Qu'est-ce qui est demandé à l'armée camerounaise? En cette année 2020, il est demandé à l'armée camerounaise une seule chose, qui correspond à l'un des principes de la révolution non violente du Mahatma Gandhi pour le peuple de l'Inde. La plus grande action de l'armée camerounaise en cette année 2020, elle consistera dans le non-agir. Je recommence. La plus grande action de l'armée camerounaise pour l'avenir du Cameroun en cette année 2020, elle consistera dans le non-agir. Autrement dit, lorsque le peuple camerounais prendra la responsabilité d'exiger la refonte, la réorganisation des institutions, la refondation de la République, le seul rôle qui est requis de l'armée, c'est qu'elle ne s'interpose pas entre le peuple camerounais et le clan de prébendiers, d'oligarques, de criminels qui vont tenter d'imposer la continuité du régime. L'armée camerounaise posera l'action la plus haute de son histoire en gardant l'arme au pied et en protégeant les frontières du Cameroun. Je recommence. L'armée camerounaise accomplira la plus grande mission de son histoire en gardant l'arme au pied et en refusant de l'utiliser contre le peuple et en protégeant le territoire camerounais. Donc, en fait, formidablement, l'armée camerounaise a une occasion incroyable. C'est celle, pour la première fois, de ne rien faire contre le peuple. Et ne rien faire contre le peuple, c'est agir pour le peuple. C'est vrai pour le BIR. Les militaires du BIR ont intérêt à se dire qu'ils ont de l'avenir et que leur avenir n'est plus dans une momie, un vieillard sénile ou un mort. Les militaires camerounais de la garde présidentielle doivent avoir de l'avenir et ils devraient déjà savoir que leur avenir n'est pas dans un régime que la population a vomi. Leur avenir est concevable dans un Cameroun refondé, dans les meilleures conditions pour eux, leurs enfants et pour tout le monde. Toute aventure de l'armée camerounaise dans les deux premières hypothèses, c'est-à-dire réprimer encore le peuple camerounais, elle va se conclure par, en réalité, une situation dans laquelle l'essentiel des troupes spéciales utilisées jusqu'ici par M. Biya va être mis, et par le peuple camerounais et par la communauté internationale, au banc de toutes les cours. Toute tentative de vouloir comploter dans le dos du peuple camerounais en faveur d'un clan particulier qui récupérerait le régime dans le cadre d'une succession de gré à gré ferait de l'armée camerounaise, bien sûr, une adversaire de la révolution populaire, et par la loi du nombre, le peuple camerounais submergera cette armée et la démantèlera. Cela a été vu à travers toute l'Afrique en l'année 2019-2018 seulement et toutes les années précédentes, fait par des peuples parfois même moins cultivés que le peuple camerounais. Donc, en fait, il faut que tout le monde comprenne. Il faut que tout le monde comprenne qu'il est passé ce temps où l'armée camerounaise, la police, la gendarmerie se comportaient comme si elles étaient composées de Camerounais exceptionnels, de Camerounais qui vivent hors du Cameroun, de Camerounais qui ne vivent pas avec les Camerounais. Ce temps est passé. Il faut que désormais, à l'ère de l'information, les militaires, les gendarmes, les policiers sachent que tous les Camerounais les connaissent tous. Je recommence. Il faut qu'en cette période, qui est désormais l'ère de l'information, la civilisation de l'information rapide, de l'image, de la preuve, de la mobilisation par les réseaux sociaux, il faut que tout policier, tout gendarme, tout militaire camerounais sache que le moindre de ses actes lui sera comptabilisé tôt ou tard. Parce que désormais, les citoyens ont les moyens de la preuve. Et parce que désormais, il y a toute une dynamique internationale pour traquer les criminels de guerre. C'est une dynamique irréversible sur la planète.
il sera aisé d'établir vos crimes, il sera aisé d'établir vos identités et il sera aisé de vous poursuivre où que vous vouliez vous cacher. Donc, il vaut mieux que cette armée, en réalité, fasse une reconversion doctrinale. Qu'elle fasse une reconversion doctrinale en cette année 2020. Et je pense que cette reconversion est possible si chaque militaire, si chaque gendarme, si chaque policier du Cameroun médite sur les deux exemples que j'ai cités. Les exemples positifs du génie militaire camerounais, d'une part, et d'autre part, des hôpitaux militaires du Cameroun, qui, lorsqu'ils sont mis dans les meilleures conditions de travail, peuvent faire partie des unités sociales et institutionnelles les plus performantes dans ce pays. Voilà le langage de responsabilité qu'on doit tenir. Et maintenant, je voudrais conclure. Mais qu'est-ce qu'on entend par dire la vérité à des citoyens? Théo, s'il te plaît, tu baisses la radio et tu quittes avec ta balle. Très vite. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on devrait finalement retenir de ce que nous nous sommes dit aujourd'hui? Premièrement, que l'armée camerounaise est dans un état de désorganisation, de division, de discrimination interne, d'opposition interne, qui reflète même l'état de discrimination qu'il y a entre le peuple et le gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, qu'il y a un conflit hiérarchique grave au sommet de l'armée camerounaise, entre le clan de Nanga Eboko, de Chantal Biya, et le clan de Vomeka, de Franck Biya, qu'on a d'ailleurs vu parader avec des cortèges présidentiels ces derniers temps à travers le Cameroun, pour dire qu'il est le nouveau Ali Bongo Ondimba du Cameroun, qu'il est le nouveau Fort Enyasimbe Yadema du Cameroun. Il multiplie des signes en ce sens, accompagné de troupes impressionnantes, n'est-ce pas? Il y a un conflit très grave qui a éclaté entre ces deux clans, et il y a un clan en embuscade, celui des prisonniers de luxe, Rémi Zemeka, Mebengo, des gens qui ont pignon sur rue et qui ont caché des armes à travers le pays. Bon, très bien. J'ai aussi insisté sur le fait qu'on a les preuves de ce conflit disponibles dans les médias. Il faudrait que les Camerounais suivent de très près l'évolution de ce conflit. Car j'ai toujours dit que le Cameroun, c'est comme une maison en ruine, mais il faut tout faire quand elle tombe, qu'elle ne tombe pas sur nous. Le régime du Cameroun, pardon, est comme une maison en ruine, et il faut tout faire pour que lorsque ce régime va s'écrouler, qu'il ne s'écroule pas sur le peuple camerounais. Il faut vraiment assister, participer et agir sur sa chute, si nous ne voulons pas qu'il tombe dans le mauvais sens. Troisième information clé, l'armée est à la croisée des chemins. Est-ce qu'elle va continuer la répression alors qu'elle sait qu'elle n'a plus de commandant en chef? Alors qu'elle sait que le chef d'état-major lui-même est probablement aujourd'hui handicapé, puisqu'il a disparu pratiquement de manière concomitante avec le président. Et que l'information que nous avons, c'est que l'un comme l'autre aurait en réalité subi les foudres de la terrible pandémie du Covid-19. À qui sacrifier sa vie lorsqu'au sommet de l'État, il y a une momie, un cadavre ou tout simplement un fou? Pourquoi sacrifier sa vie? Pourquoi continuer à massacrer les populations du Cameroun anglophone, massacrer les militants de l'opposition? Pourquoi continuer à détenir les prisonniers politiques alors que le pays, en fait, très clairement, va nécessairement vers un changement? J'ai montré qu'il fallait que la doctrine de l'armée se reconstruise autour de ces pôles positifs, que l'armée camerounaise devienne une armée véritablement populaire, une armée républicaine. Et il y a déjà des embryons de cette dimension républicaine, pour ma part, que j'ai observé dans le fonctionnement du génie militaire ou que j'ai pu observer dans le fonctionnement des hôpitaux militaires. Il y a là quelque chose de positif qu'on doit sans doute améliorer, mais qui doit être le lieu à partir duquel la mentalité du militaire, du gendarme, du policier camerounais doivent être repensées dans le cadre d'une nouvelle doctrine militaire. Une doctrine qui pose l'éthique au-dessus de la politique, y compris dans l'armée. Eh bien, j'en suis donc venu à dire que l'armée a l'occasion de faire quelque chose de grand en cette année 2020, c'est de ne pas obéir aux ordres criminels des derniers membres de la hiérarchie BIA. C'est d'agir par le non-agir. Protéger le territoire national, oui. Et on doit saluer ici les militaires qui se battent contre Boko Haram. On doit saluer les militaires qui protègent la frontière est du Cameroun contre les incursions de factions armées extérieures. On doit saluer les militaires qui protègent la frontière maritime du Cameroun, notamment la zone donc de Bakassi. On doit saluer les militaires qui, notamment les gendarmes, veillent au quotidien à l'intérieur du territoire national camerounais à la paix des populations. Ces missions
sont incontournables. Quel que soit le changement politique qu'il y a au Cameroun, il faudra qu'il y ait une police, il faudra qu'il y ait une gendarmerie, il faudra qu'il y ait une armée. Il ne faut pas que les Camerounais jettent le bébé et l'eau du bain. Il n'est surtout pas question de dégarnir le Cameroun. Vouloir dégarnir complètement le Cameroun, le débarrasser de toute structure de sécurité, ce serait un acte hautement criminel, aussi criminel que celui de ce régime barbare et quarantenaire. Bien au contraire, il faut repenser, réorganiser, redéployer, réinspirer autrement les armées du Cameroun et appliquer pour une fois le principe du the right man at the right place, the right woman at the right place, mais en même temps mettre fin à la discrimination intramilitaire, la discrimination interne à l'armée camerounaise. Cette discrimination doit cesser pour que soit fondée une véritable armée républicaine. Mais pourquoi l'armée ne doit-elle pas intervenir, obéir aux ordres des trois clans que j'ai cités? Le clan de Nanga Eboko, de Chantal Pulchéry Biya, qui a déjà ses hélicoptères et qui est prêt à fuir. Le clan de Franck Biya qui se pavane avec des cortèges présidentiels, mais qui est prêt à fuir parce que tout ça sont de grands voleurs. Et quand ça va chauffer, ils vont vouloir protéger leur vie parce qu'ils ont amassé des fortunes absolument incroyables à l'étranger. Ils ne vont pas risquer leur vie. Plus que cela, quant aux prisonniers de luxe, les grands détourneurs qui sont en prison et qui croient que des militaires iront les chercher pour les introduire au palais présidentiel, il faut que tous ces clans se détrompent. L'heure du peuple camerounais a sonné. Il faut vraiment qu'ils se détrompent tous. Le peuple camerounais est suffisamment préparé, je le crois, déjà sur le plan intellectuel, à comprendre qu'il y a un gré à gré qui se prépare contre lui et qu'il va falloir qu'il se batte contre ce gré à gré pour avoir de vraies routes, pour avoir de vrais hôpitaux, pour avoir de vraies écoles, de vrais lycées, de vraies universités, de vraies ambassades, pour avoir une véritable politique écologique, pour être un peuple moderne, respecté et civilisé. Le peuple camerounais a l'occasion de prendre en main son histoire. Et c'est pour cela que tout ceci doit se faire dans le cadre d'une vision de ce que j'ai appelé le programme en 5 points. Nous avons 5 points. Premièrement, obtenir la libération totale de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, rassembler dans un grand dialogue national véritablement inclusif, dans des assises nationales inclusives, dans une conférence nationale inclusive et constituante, toutes les forces politiques vives, forces civiles vives, forces spirituelles vives de la nation, avec l'aide d'un certain nombre d'organisations internationales compétentes en matière de médiation. Bon, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies peuvent ici jouer un rôle absolument utile et prudent comme institution consultative, avec un noyau de patriotes républicains camerounais, de personnalités connues pour leur probité, et ces personnalités seraient donc amenées à organiser ce dialogue national, à coordonner ce dialogue national pour aboutir à une nouvelle constitution. Ça, ce serait le troisième point, une nouvelle constitution qui serait proposée pour un référendum populaire. À l'issue de ce référendum populaire, on peut passer au quatrième point, à savoir de nouvelles élections. Nouvelles élections présidentielles, nouvelles élections législatives, nouvelles élections locales. Cela est incontournable si on veut refonder des institutions pour toute la République, des institutions consensuelles, des institutions indiscutables. Le rôle majeur qu'a à jouer le président élu du peuple camerounais, professeur Maurice Kamto, c'est précisément par son leadership de rendre possible la réalisation de ce passage de la République antidémocratique actuelle à la première République fédérale du peuple camerounais. Il en a la vision, il en a la légitimité, il en a les compétences et il est entouré de compétences. Il a donc les compétences de ses compétences pour être le noyau de pensée à partir duquel va être refondé le contrat social camerounais avec l'approbation suprême du peuple camerounais. Et j'ai toujours dit qu'il faudra, dans tous les cas, à l'issue de tout ce processus, de nouvelles élections présidentielles. Et j'ai toujours dit que moi, Franklin Nyamsi Cameroun, je soutiendrai le président élu du 7 octobre 2018 aux futures élections présidentielles anticipées du Cameroun. Et je suis convaincu qu'il va gagner. Parce que nous n'avons pas peur des élections.
Nous, les vrais enfants du Cameroun, là, ceux qui aiment le Cameroun et ceux qui savent que le peuple du Cameroun les aime, nous n'avons pas peur des élections. Mes chers amis, est-ce que vous me voyez avoir peur des élections? Est-ce que vous voyez notre leader, le président Kamto, avoir peur des élections? Il n'a pas peur des élections. Je ne sais même pas pourquoi les gens s'embrouillent. Et là, je voudrais insister sur un sujet que j'entends ces derniers temps. Il y a une injonction qui court et qui est adressée au président élu, Maurice Kamto. Et il faut renoncer au hold-up électoral. Que cache cette injonction? Il faut renoncer au hold-up électoral. Je vais analyser le sens de cette injonction et vous montrer pourquoi c'est une injonction farfelue, inutile. Quand on dit il faut renoncer au hold-up électoral, premier sens, ça veut dire il faut dire qu'il n'y a pas eu hold-up électoral. N'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire, non? Est-ce qu'il n'y a pas eu hold-up électoral? Tout le monde au Cameroun sait que Paul Biya a truqué l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Oui ou non? Oui. Et donc, du point de vue de la vérité historique, Paul Biya a triché. Donc, il y a eu hold-up électoral. Donc, on ne peut pas, au nom de la vérité historique, dire que le président Kamto n'a pas battu Biya le 7 octobre dans les conditions du 7 octobre 2018. Personne d'honnête et de sincère ne peut dire que Biya a gagné. Je vois que mon jeune frère Cabral Libi, qui fait partie de ceux qui contestaient d'ailleurs la victoire de Biya, commence à bien comprendre qu'il va falloir faire face au vide politique terrible qui arrive. Un vide dans lequel toutes les vies des Camerounais sont menacées. J'espère pour lui qu'il ira plus loin en se sevrant de son espèce de servitude mentale permanente envers certaines élites qu'on trouvait de ce régime. Bon, mais je reviens au sujet. Deuxième sens possible. On dit au président Maurice Kamto, il faut renoncer au hold-up électoral. Quel est le deuxième sens de cette phrase? Cette phrase signifie, Monsieur le président Maurice Kamto, considérez des opposants qui n'ont pas votre représentativité nationale comme étant vos égaux en poids politique. Je recommence. Voilà ce qui se cache dans un deuxième sens de cette phrase. De ceux qui demandent au président Maurice Kamto et à ses compagnons d'abandonner le hold-up électoral, de ne même plus parler de ça. Ils veulent dire que eux, là, en fait, il faut qu'ils se trouvent dans une situation où ils ont exactement, symboliquement, le même poids politique que le président Maurice Kamto. Mais je leur pose la question. Qui que vous soyez, vous qui dites au président Maurice Kamto de renoncer au thème du hold-up électoral, vous pesez combien dans le pays? Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, est-ce que moi, je suis plus représentatif des Camerounais que Maurice Kamto? Pour venir lui dire, à lui qui est beaucoup plus représentatif des Camerounais aujourd'hui, renonce à ta représentativité. Renonce à la légitimité que tu as acquise dans la lutte contre Biya. Renonce à tout ça. Et puis, viens te mettre au même niveau que moi. On est la même chose. Hein? Nous sommes tous des docteurs de l'université, non? Hein? Nous sommes tous des tribuns. Nous parlons tous. Donc, je prends le président Kamto et je le ramène à mon niveau. Moi qui suis un intellectuel politique engagé, je n'ai pas une formation politique au Cameroun, je n'ai pas mené de bataille de terrain, je n'ai gagné rien, je n'ai rien mené en tant que tel. Et puis, je demande à être assis sur le même plan de table que le président Maurice Kamto. Vous trouvez ça normal? Et c'est à ce jeu que la France sibylline de Jean-Yves Le Drian s'amuse à jouer. Vous avez observé, quand Le Drian est venu à Yaoundé, il a pris un banc, un long banc comme ça, il a fait asseoir des opposantons, des opposaillons, des gens qui ne sont pas des opposants, mais des positionnants. Oui, il faut que j'introduise un concept ici, parce que mon peuple retient bien quand j'introduis des concepts. Il a fait asseoir sur le même banc des opposantons, des opposaillons, et il a même fait asseoir cette espèce particulière qui ne sont pas des opposants politiques, mais des positionnants. Donc, des gens qui sont là pour chercher des positions. Il les a fait asseoir et il a pris le chef de notre résistance, le président Maurice Kamto, et l'a aussi mis sur le banc. Vous voyez d'où leur viennent les illusions? Quand les Garga Amanadji sont assis à côté de Maurice Kamto, les Cabral sont assis à côté de Maurice Kamto, je ne sais même qui là. Peut-être même qu'on pouvait prendre Paul Eric King et aussi le faire asseoir. Peut-être même qu'on pouvait venir chercher un Ghana à New York, on le fait aussi asseoir. Donc tout ce monde-là est assis sur le même banc, on dit bon voilà. Et Le Drian, avec sa belle calvitie rusée, regarde tout ça en disant que voici donc tous les opposants du Cameroun. L'objectif étant de noyer le président élu du peuple camerounais dans une marmaille d'opposantons
d'opposants, de positionnants, une poussière des poussières de pseudo-opposants, on le met dedans et comme ça, tout le monde vaut tout le monde. Voilà ce qui se cache dans un second sens derrière. Il ne faut plus parler du hold-up. Moi, je vois des gens qui sont ici sur Facebook. Ouais, des gens, ils ont 30 followers depuis qu'ils parlent sur Facebook, depuis 10 ans. 30 followers. Ces gens-là ils viennent sur nos pages pour dire, bon, l'unité des forces du pays aura lieu lorsque le président Kamto va renoncer à son fameux hold-up. Il ne va plus parler du hold-up et que nous tous, nous serons rassemblés au même niveau. Moi, je m'en vais sur la page Facebook du type. Je trouve qu'il a 150 amis. Je dis, ouais, même s'il faut que tu t'asseyes là où notre président s'assoit, c'est avec tes 150 amis là. Ouais, il y a un problème au Cameroun. Hein. Il y a un grave problème au Cameroun. Hein. La présidentialité aiguë qui s'est emparée de tous les cerveaux et qui indique en fait une crise terrible de leadership politique. Et que pour notre part, nous avons résolu en reconnaissant que le président Maurice Kamto est le Camerounais le plus légitime aujourd'hui pour parler au nom du peuple camerounais. Mais le président Maurice Kamto ne le sera pas tout le temps, il n'est pas éternel. Il est en train de mener le combat de sa génération. D'autres Camerounais viendront. Nous ne sommes pas en monarchie. Qu'est-ce que ça nous coûte de nous ranger derrière le chef de notre lutte historique aujourd'hui, camerounaise, camerounais? Un combat politique comme celui-ci est efficace lorsqu'il y a un visage qui l'incarne, non pas une foule. Le visage qui incarne notre combat aujourd'hui, il s'appelle Maurice Kamto. Il fut un temps où ce visage s'appelait Ruben Oumiobe. Il fut un temps où ce visage s'appelait Félix Roland Moumier. Il fut un temps où ce visage s'appelait Castor Osende Afana. Il fut un temps où ce visage s'appelait Ernest Wandier. Il fut un temps où ce visage s'appelait Ngwo Ungli Masaga. Il fut un temps où ce visage s'est appelé Ni John Fundi. Aujourd'hui, le visage qui incarne notre lutte, incontestablement, c'est Maurice Kamto. C'est lui le président. Là, en 2020, du Cameroun, le peuple camerounais a dans son cœur, en majorité, un homme, comme étant son chef. Le peuple camerounais n'a pas encore mené toutes les batailles pour faire reconnaître cela. Mais enfin, au lieu de nous rassembler, justement comme un seul homme, avec un homme politique aussi humble que le président Kamto, avec quelqu'un qui a cette humilité-là, eh bien, certains sont encore en train de se battre pour obtenir que, certains dans tout ça se battent encore pour obtenir que, à tout prix, le président Kamto accepte d'abord de se réduire au dénominateur commun de leur petite personnalité politique avant qu'on avance avec lui. Donc, n'importe qui est assis, il y a un qui est assis, je ne sais pas, à New York, l'autre est assis à Paris, l'autre est assis à Douala, l'autre est assis à Bamenda. Chacun dit que Kamto doit forcément le considérer comme son égal en valeur politique avant que la lutte n'avance. Et je vois donc des opposants qui sont là, qui sont peut-être sincères et qui osent demander au président Kamto de renoncer à l'exigence du hold-up électoral. Pourquoi renoncer? Est-ce que c'est le président Kamto qui a interdit à Ni John Frundi et au SDF? C'est lui qui a dit à John Frundi de ne plus parler de My Stolen Victory? Est-ce que c'est le président Maurice Kamto qui a dit au SDF et à John Frundi de ne plus parler de leur victoire de 1992? C'est le SDF lui-même. C'est Ni John Frundi lui-même qui a enlevé cette victoire de sa bouche. Le jour où le président Maurice Kamto considérera que le thème du hold-up électoral n'est plus un thème utile pour son action politique, c'est lui seul et lui, personne d'autre, qui y mettra fin. Je recommence. Il n'y a qu'un seul homme sur cette terre qui puisse dire que le vol de l'élection de 2018 entre Biya et lui, eh bien, c'est un thème du passé, qu'on n'en discute plus. Cet homme s'appelle Maurice Kamto. Moi, professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, je ne peux pas décider de ça à la place du président Maurice Kamto. Toi qui me regardes, vous êtes 4000 personnes dans cette conférence. Aucun d'entre nous, aucun d'entre vous ne peut décider de remiser dans les cartons, de jeter dans les calendes les sacrifices que Maurice Kamto, ses compagnons et le peuple camerounais ont accomplis pour cette élection du 7 octobre. Le jour où le président Maurice Kamto dit, voilà,
à partir d'aujourd'hui, je classe le hold-up électoral, eh bien, nous tous on classe avec lui. Personne ne peut décréter de cela à sa place. Parce que personne n'a mené à sa place ce combat-là. Voilà pourquoi je viens maintenant au troisième sens du « il ne faut plus parler du hold-up ». Mais le troisième sens du « il ne faut plus parler du hold-up » en réalité, c'est l'infiltration de l'opposition. C'est l'infiltration de l'opposition camerounaise par la gîte propre du régime Biya. Ce sont les officines du régime Biya qui sont porteuses de ce thème. Il ne faut plus parler du hold-up. Mais d'où va venir la légitimité du chef historique de notre lutte s'il ne démontre pas qu'il a battu Biya le 7 octobre? Sa légitimité lui vient de quoi? Pourquoi nous considérons le président Maurice Kamto comme le chef de la résistance camerounaise aujourd'hui, comme l'opposant politique principal? Pourquoi nous le considérons comme celui qui doit conduire la transition de ce pays vers la nouvelle République fédérale, pour laquelle il sera candidat à une élection présidentielle anticipée? Pourquoi nous le considérons? Mais parce qu'il a remporté cette bataille du 7 octobre 2018. Vous lui enlevez la bataille du 7 octobre 2018, en quoi nous est-il encore utile? Il nous est utile parce qu'il est l'homme du 7 octobre. Le tireur magistral de pénalty du 7 octobre. L'homme qui a transformé la traditionnelle, la sempiternelle défaite du peuple camerounais face au trucage du régime Biya en une victoire symbolique puissante qui retentit jusqu'aujourd'hui et qui en réalité a déclenché l'accélération de la finitude du régime. Oui, quand le président élu se déplace, comme aujourd'hui, il se rend au cabinet du ministre à Tangandji. À Tangandji fuit parce qu'il voit venir la puissance du peuple camerounais. Ce n'est pas Kamto qui vient, c'est l'esprit du peuple camerounais qui vient quand il vient. Vous avez vu quand il traverse Yaoundé, vous avez vu, non? Le président Kamto est obligé maintenant de traverser Yaoundé rapidement s'il ne veut pas provoquer une émeute. Où qu'il aille, l'esprit du peuple camerounais le précède. Atangandji a senti les vibrations de l'esprit du peuple camerounais quand on lui a dit que le président Maurice Kamto était en chemin vers son gourbi. Atangandji, comme on dit au Cameroun, il a poum. Il a poum. Il s'est cherché par les portes arrière de son ministère. Dites-lui que je ne suis pas là. Parce qu'il a eu peur. Regardez Maurice Kamto dans les yeux, c'est regarder celui qui représente l'énergie positive la plus puissante du peuple camerounais. L'énergie positive la plus puissante. Elle irradie à travers ses yeux. Atangandji a eu peur. Lui qui a pourtant des yeux suffisamment grands et ronds, a eu peur que le président Maurice Kamto plonge son regard, ce regard de vérité et de justice dans ses yeux, pour lui dire « Atangandji, je viens de distribuer des masques de Covid-19 au marché de Mokolo. Je vais encore distribuer. Je suis venu te voir pour te demander, tu viens donc m'arrêter quand, si tu es garçon? Tu ne sais pas où j'habite? Je m'en vais distribuer encore. J'ai distribué, je m'en vais distribuer. Nos compatriotes qui sont allés dans vos géoles pour avoir distribué, tu les as libérés. Mais moi-même, leur patron, je suis dans la rue pour protéger le peuple camerounais. C'est moi-même maintenant qui distribue. C'est un message très fort. C'est un acte de courage politique et d'orientation. C'est un acte d'éveil et de sensibilisation énorme que le président Kamto a posé. Donc, je viens de vous décortiquer le fameux mot d'ordre que certains veulent imposer, à savoir le renoncement au thème du hold-up électoral. Je dis, tant que le président Maurice Kamto n'y a pas renoncé, nous n'y renonçons pas. Et je ne vois pas pourquoi il doit y renoncer. Tant que le régime de M. Biya n'est pas tombé, en toute logique, le président Kamto ne peut pas renoncer à affirmer que ce régime est basé sur un hold-up électoral. Le jour où le régime Biya tombera, le président Kamto pourra dire « Bon, le contentieux du hold-up électoral s'est achevé. Maintenant, nous entrons dans le contentieux de la fondation de la démocratie camerounaise. » Et je vous dis que dans cette période de transition, le président Kamto est vraiment la figure camerounaise, mais la plus consensuelle possible. Ce n'est qu'à lui de décider s'il veut envoyer une délégation le représentant dans les négociations intermédiaires de refondation de la République ou s'il veut y participer lui-même.
Mais dans tous les cas, je dis qu'il demeure la personnalité centrale du peuple camerounais aujourd'hui. Paul Biya, disparu depuis maintenant plus d'un mois, est un homme du passé et du passif. Kamto est l'homme du présent. Le présent camerounais est un présent kamtoïque. C'est un présent kamtologique. C'est un présent kamto-génétique. Le présent camerounais. Vous ne pouvez pas habiter ce présent si vous n'avez pas acté cette figure centrale, cette manifestation centrale de l'âme immortelle du peuple camerounais à travers le visage de cet homme qui n'est pas un dieu. Il n'est pas parfait. Nul d'entre nous ne l'est. Il est la synthèse de ce que nous sommes aujourd'hui et l'annonce de ce que nous devons être, de ce que nous pouvons être. Donc, que voulez-vous? Je m'oppose donc totalement contre la campagne infecte déclenchée par des gens découragés, fatigués, inexpérimentés, par des opportunistes, déclenchée par des infiltrés du régime pour transformer la renonciation au thème du hold-up en renonciation du leadership du président Kamto dans le champ politique camerounais aujourd'hui. Vous avez tiré en l'air. Si c'est ça votre plan, on a donc shoot them for outside. Vous avez loupé votre tir. Ça ne passera pas. Certains étaient venus ici en Europe tenter de nous instaurer un gouvernement de transition. Vous avez vu comment j'ai fait, non? Est-ce que vous saviez ce que j'allais faire? Même aujourd'hui, là, je me suis connecté pour parler de l'armée, non? J'ai dit que la surprise serait à la fin. Je dis bien, si vous entendez quelqu'un en train de dire au président Maurice Kamto de renoncer au thème du hold-up électoral, sachez que celui-là est un adversaire volontaire ou involontaire des intérêts majeurs du peuple camerounais aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui veut que le peuple camerounais n'ait pas un visage qui le rassemble, que le peuple camerounais n'est pas un chef de sa résistance, que le peuple camerounais n'ait pas une coordination, que le peuple camerounais... Et voilà. Or, le président Kamto a maintenant une tâche majeure, c'est de bâtir la nouvelle alliance du Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Après cette bataille contre le Covid-19, c'est l'urgence du président Maurice Kamto. Construire la nouvelle alliance du Cameroun d'aujourd'hui et de demain, en débarrassant autant que possible les individus bipolaires, les cyclotimiques, les mangécrates, les ventrocrates, les ventripotents, les ventrolates, toute une kyrielle de personnages inconsistants, flottants, de personnages pathologiques dont nous avons fait les portraits et la description. Il est temps qu'on s'en débarrasse et que des Camerounaises et des Camerounais véritables, des citoyens, des personnes qui ont la compétence de leurs compétences, accompagnent l'œuvre de Fondation Nationale. Voilà la vérité. Et voilà ce que l'armée camerounaise doit intégrer. Le Cameroun n'est pas seul, le Cameroun n'est pas abandonné. Le Cameroun a les hommes et les femmes pour affronter son avenir. Et il faut donner une chance au Cameroun. Il faut donner une chance au peuple camerounais et cette chance, c'est maintenant. Voilà la vision en 5 étapes, en 5 points. Et je vous préviens, ceux d'entre vous qui se sont laissés emballer, non, bon, on va renoncer au hold-up. Arrêtez ça. Je sais que mon peuple se lève souvent certains matins avec un état de crédulité que n'importe qui vient sortir un truc, les gens vont à gauche. On sort, les gens vont à droite. On sort, les gens... Ma people them. Restez assis en vous-même. Et là, c'est le dernier point que je veux aborder aujourd'hui. Mais c'est quoi la vérité? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce que ce que je vous dis, moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, est-ce que c'est vrai parce que c'est moi qui le dis? Si vous pensez que quelque chose est vrai parce que c'est moi qui le dis, c'est que vous n'avez pas encore une idée de ce que c'est que la vérité. La vérité, personne ne la possède. Moi qui vous parle, je ne possède pas la vérité. Vous qui me regardez, qui m'écoutez, vous ne possédez pas la vérité. Nous tous ensemble, même en mettant bout à bout nos pensées et nos idées, nous ne possédons pas la vérité. Aucune conception humaine ne peut épuiser le concept de vérité. Parce que la vérité, c'est la totalité de ce qui est. Or, vous et moi, nous sommes des êtres limités dans l'espace et le temps. Nous sommes des mortels. Nous avons des limites de perception, nous avons des limites intellectuelles, nous avons des limites spirituelles. Il n'y a aucun individu, il n'y a aucune société,
Il n'y a aucune époque de l'humanité où la vérité, avec une grande V, fut possédée. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la vérité? Eh bien, c'est ce que nous considérons comme vrai, eu égard au fait que nous avons croisé le maximum de points de vue possibles. Je recommence. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est ce que nous considérons provisoirement comme vrai sur la base du croisement du maximum de points de vue possibles. On a donc Yami Faye. Donc la vérité, c'est un équilibre provisoire de la connaissance. Je recommence. La vérité est un équilibre provisoire de la connaissance. Il n'y a jamais une expérience humaine de possession de la vérité absolue. Celui qui vous dit qu'il possède la vérité absolue, c'est un fanatique, c'est un dogmatique et il est dangereux. Et je vais vous donner 2 exemples en ce sens. Parce que cela m'a inspiré par le fait que il y a 3 ou 4 jours, des citoyens m'ont envoyé une image que j'ai trouvée très intéressante pour communiquer sur la disparition de Biya. Une image, un montage photo où j'apparais comme étant reçu en audience au palais d'Etoudi, à Yaoundé. Vous vous souvenez très bien que moi, j'ai pris cette image. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée. Les Camerounais l'ont fabriquée, ils me l'ont envoyée. J'ai trouvé ça rigolo. J'ai pris cette image et j'ai rédigé un texte ironique, un texte sarcastique pour me moquer en fait de tous les mensonges de Biya, etc. Je me disais que normalement, tout Camerounais qui lit le texte va comprendre que l'image est ironique. Il va savoir que l'image, c'est un montage, mais qui a pour but de faire réfléchir mes compatriotes. Réfléchir les gens. Mais vous savez ce que les gens ont fait? Ouais, dis donc. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que vraiment, félicitations. On vient de recevoir l'image de ton audience. On vient de recevoir l'image de ton audience auprès du président Biya. J'étais dépassé. Je dis, mais attendez, moi, j'ai communiqué sur cette image en accompagnant d'un texte, un texte ironique, satirique. Un texte qui montrait très bien que cette image était un montage exprès pour montrer aux Camerounais que n'importe qui peut monter une fausse image en disant qu'il a été en audience au palais d'Etoudi. Non, mais attention, au moins 40 à 50% des Camerounais qui m'ont approché n'ont pas compris. Les gens ont cru ce qu'ils ont vu. Et ça m'amène à vous raconter des anecdotes sur la vérité. Les gens croient que la vérité, c'est ce qu'ils voient. Qui vous a dit que la vérité, c'est ce que vous voyez? La vérité, ce n'est pas ce que vous voyez, parce que quand vous rêvez, vous ne voyez pas des choses. Mais quand vous vous réveillez, vous ne voyez pas que vous n'aviez pas vu ça dans la réalité. Donc, même en rêve, on voit. Si la vérité, c'était ce qu'on voit, mais tout ce qu'on voit en rêve est donc vrai. Tu vois en rêve qu'on t'a coupé la tête. Tu te réveilles, tu as encore ta tête. Donc, c'est vrai qu'on t'a coupé la tête alors. Donc, la vérité, ce n'est pas ce qu'on voit. Débarrassez-vous de l'illusion que tout ce que vous voyez est vrai. Non! D'abord, tes yeux, là, ils ne voient pas aussi bien que l'œil d'un aigle. Si un aigle regarde ici, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Si tu es myope, tu vois d'une certaine façon. Celui qui est hypermétrope, il voit d'une autre façon. Celui qui est daltonien, lui, par exemple, quand il regarde le rouge, il voit vert. Quand il regarde le vert, il voit rouge. Donc, en fait, si tu penses que la vérité, c'est ce que tu vois, mais tu es alors 1000 fois plus éloigné de ce que c'est que la vérité. Non, la vérité, ce n'est pas ce que tu vois. La vérité, c'est ce que tu comprends de ce que tu vois. Je recommence. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois. Hein. La vérité vient vers toi quand tu commences à comprendre ce que tu vois, c'est-à-dire à analyser et à comparer. Voilà. On commence à marcher vers la vérité lorsqu'on est capable d'analyser, de comparer, de confronter. N'est-ce pas, mes amis? Là, on entre dans le chemin de la vérité. La vérité naît de la confrontation des points de vue, la confrontation des versions, la confrontation des analyses. Et ainsi, ça produit une compréhension. Et c'est cette compréhension qui fait entrer dans la lumière progressive de la vérité, qui est une lumière progressive, hein, indéfinie. La vérité, ce n'est pas ce que tu vois. On vous envoie la photo de votre femme en train de coucher avec un autre homme. On vous envoie la photo aujourd'hui. Monsieur, vous allez regarder la photo. Quel va être votre premier réflexe? Ce sera de croire, non? Mais est-ce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, en Photoshop, on peut vous faire vous-même coucher avec n'importe quelle femme? Est-ce que vous ne savez même pas qu'avec une vidéo, aujourd'hui, on peut simuler une scène sexuelle dans laquelle vous êtes un acteur, vous êtes un acteur de film X. Est-ce que vous ne savez pas ça? Il faut savoir, la vérité, ce n'est pas ce qu'on voit.
C'est important que les Camerounais comprennent, les Africains comprennent que la vérité, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce qu'on comprend après avoir comparé ce qu'on voit. Donc, je n'ai jamais été au palais d'Etoudi à la rencontre de M. Biya pour la raison d'abord qu'il n'y est pas et d'autre part que je n'y suis pas allé. Cette photo a été construite pour illustrer le fait qu'on peut inventer des fausses audiences. Ce qu'a fait Guillou, ce qu'a fait Lonseni Fall, ce qu'a fait la présidente de la Confédération suisse. Je voulais donc montrer par un exemple en disant, moi je suis assis ici, chez moi, en Normandie, en France. Je peux créer l'effet d'apparence que j'étais au Palais de l'Unité. Un autre Camerounais m'a demandé, grand prof, comment tu as fait pour sortir du palais? Ça m'a fait pleurer de rire. Donc, le gars, lui, il était convaincu que j'étais dedans. Mais il se demande que comment j'ai fait pour sortir. Puisque en tant qu'opposant, normalement, on doit m'arrêter ou me tuer. Donc le gars, il vient se renseigner. Le gars est honnête. Hein? Il me demande, grand prof, tu es sorti comment? Et moi, je lui réponds ironiquement, mais tu me demandes comment je suis sorti, que d'abord j'étais entré comment? Même cette réponse, le gars n'a pas compris. J'ai simulé mon entrée en utilisant une image photoshopée. Donc, je pouvais aussi simuler ma sortie, puisque, en fait, cette image ne signifie pas que physiquement j'y suis allé. Cette image signifie que je n'y suis jamais allé. Et que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Et ainsi que je veux vous prouver que c'est ce que Paul Biya fait tous les jours. Biya Wood et Toody Wood, c'est ce qu'ils font tous les jours pour vous endormir. Et vous dormez en plein jour. Nous sommes aujourd'hui le 18 mai, demain 19, etc. On va vous fabriquer un soi-disant discours de Paul Biya. Vous allez croire. Est-ce que la vérité, c'est ce qu'on entend? Je recommence. Puisque j'ai parlé de ce qu'on voit, il y en a qui ont oublié que les 5 sens, là, ils nous trompent, comme le disait si bien Descartes. La vérité, c'est ce qu'on entend. Tu es là, tu passes près d'une maison, tu entends mon cochon. Est-ce que ça prouve qu'il y a un cochon dans la maison? Parfois, tu entres, c'est une femme qui parle à son mari. La vérité, est-ce que c'est ce qu'on entend? Non. La vérité, c'est ce que tu comprends après avoir analysé ce que tu entends. La définition que je vous ai donnée, il faut l'appliquer aux 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Je vous donne un dernier exemple. Quand j'étais enfant et que ma mère buvait une bière ou mon père et qu'il me faisait goûter un peu, je goûtais ça et disais, ouais, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Comment? Je me demandais comment les adultes peuvent boire la bière. Mon père, à certaines périodes, il s'offrait une Guinness. Vous savez que la Guinness est très amère. Et quand je venais le regarder, il disait, Mombo, viens boire un peu. Donc, je bois un peu. Aïe! J'ai dit, mais c'est pas possible, papa, comment tu peux boire un truc comme ça? Donc, quand j'étais enfant, j'étais convaincu que la bière n'est pas bonne. Je suis devenu adulte. Avec un ami, je m'assois un jour à Yabassi, là-bas, dans mon village. On s'achète des Satzenbrau. Chacun prend une. Il faisait une chaleur pas possible. Et je bois. Je dis, mais dis donc, c'est pas possible. Le truc, s'y est bien. Hein? Et là, tout d'un coup, me revient en mémoire ce que je pensais 15 ans plus tôt, quand à 3 ans, 4 ans, 5 ans, mon père ou ma mère me faisait goûter ce truc. En tant que philosophe aujourd'hui, j'en tire la conséquence que la vérité, ce n'est pas ce qu'on goûte. C'est ce qu'on comprend après avoir confronté ces différents goûts de ce qu'on a goûté. C'est cela qui est la vérité. Vous voyez, on peut appliquer ça à plusieurs niveaux. Et il faut que les Camerounais prennent l'habitude de confronter ce qu'ils voient, de créer des comparaisons. D'accord? Bon. Donc, on vous montre un certain Paul Biya qui marche. Ça ne prouve pas qu'il marche. Ça ne prouve pas qu'il marche. On vous le montre en train de rire. Ça ne prouve pas qu'il rit. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Le monde où, plus que jamais, les apparences sont trompeuses. Et il faut donc être vigilant. Il faut recouper, confronter prudemment toutes les informations qu'on reçoit. Je finis en vous donnant 2 exemples tirés de mon expérience pédagogique. Un de mes professeurs à Yaoundé, paix à son âme, je l'ai eu avec certains d'entre vous, peut-être, qui m'écoutaient. À l'université de Yaoundé, j'ai eu la chance d'avoir l'un des plus grands jésuites et des plus grands lettrés de l'histoire du Cameroun, le révérend père professeur Maïrad Hebga. Il était notre professeur
de psychopathologie. Il enseignait la psychologie des maladies mentales et parfois il enseignait l'ethnologie et parfois la métaphysique. Et un jour, il nous a raconté une anecdote que je n'ai jamais oubliée. L'anecdote du professeur de chirurgie en Russie. Un professeur de chirurgie expliquait, un professeur d'anatomie expliquait les organes des êtres humains à ses étudiants. Il les a amenés dans un laboratoire, ils ont pris un corps, le corps d'une personne décédée, un cadavre, et le professeur a ouvert le cadavre là, en Y, comme ils font souvent. Il a ouvert le cadavre pour commencer à décrire les différentes parties du corps. Et puis le professeur a senti la nécessité d'expliquer que quand une personne meurt, il y a des parties de son corps qui vont développer un certain nombre de bactéries, un certain nombre, en tout cas, vraiment de cellules dangereuses qu'il ne faut pas ingérer. Si on les ingère, on va avoir des problèmes. Il a expliqué notamment la décomposition de la flore intestinale du cadavre. Quand la personne meurt, comment ses intestins sont vraiment le lieu où la putréfaction se produit. Il a tout expliqué. Le cadavre est là, hein. Les étudiants sont autour. Le professeur, à un moment donné, prend donc son doigt comme ça, hein. Il enfonce dans l'anus du cadavre. Et puis, il lèche le doigt. Et il dit à tous les étudiants, faites comme moi. Vous savez ce que les étudiants ont fait? Ils ont fait comme le prof. Ils ont enfoncé le doigt dans l'anus du cadavre pour montrer qu'ils sont vraiment très fidèles à leur prof. Ils ont bien enfoncé le doigt dans l'anus du cadavre, ils ont léché. Tout le monde, ils sont tombés malades gravement. Il y a eu des vomissements, des dizaines. Le professeur les a fait hospitaliser, il les a fait soigner. Après, quand tout le monde, heureusement, a été guéri de cette intoxication, que le prof avait plutôt bien calculé, il les a ramenés dans la salle. Il a sorti le cadavre avec lequel il leur donnait cours. Et il leur a dit, vous savez, j'ai mis l'index dans l'anus du cadavre. C'est mon doigt-ci que j'ai mis. Mais c'est ce doigt-ci que moi j'ai sucé. Je recommence. Il leur dit, hein, le cadavre que vous voyez là, moi, quand je vous disais, j'ai mis le doigt-ci, l'index. Mais quand j'ai sucé là, ce n'était pas le doigt-ci, hein, j'ai sucé le majeur. Et ça, c'est une bonne leçon pour vous. Ce que je vous dis n'est pas vrai parce que c'est moi qui le dis. Ce que je vous dis est vrai parce que l'expérience le prouve. Si vous avez bien compris le cours que je vous ai donné sur la décomposition de la flore intestinale du cadavre, vous n'auriez pas osé mettre le doigt qui a été dans l'anus du cadavre dans votre bouche. Mais c'est parce que vous n'aviez pas encore compris. Maintenant, vous avez donc compris qu'on apprend par l'expérience. Et l'expérience, on la fait par soi-même. On anticipe, on imagine. On fait des cas pratiques dans sa propre tête quand on entend quelqu'un nous dire quelque chose. Le dernier exemple que je vais vous donner, c'est comment moi j'utilise cette idée dans mes cours de philosophie avec les jeunes. Hein? Quand j'ai des gens qui commencent en philo, parfois je viens, j'écris une phrase absurde au tableau. Une phrase qui n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Du genre, la substantialité de la vérité est un quinconce qui en lui-même, hésitationnellement, cache nécessairement une substantifique moelle, laquelle substantifique moelle est parallaxe. Bref, je fais des phrases à l'Edi Malou et je mets ça au tableau. Vous savez ce que les classes les plus faibles, parce que ça c'est un test pour moi pour connaître savoir quand j'ai fait une classe faible. Ils copient la phrase. Ils copient la phrase et ils attendent l'explication. Donc quand j'ai une classe qui copie la phrase comme ça, je sais qu'il va falloir que je fasse un travail d'éveil énorme. Quand j'avais des classes qui copiaient bêtement comme ça, là, je sais que dans cette classe-là, il va falloir que je secoue les torpeurs de ces enfants-là, parce que sinon, en fait, tout ce que je vais dire, les enfants là, vont penser que c'est vrai, alors que parfois, je dis un truc, c'est une illustration, je prends un mythe, je leur raconte un mythe, ils prennent le mythe pour la réalité. Donc, voilà. Je conclue sur ces notes-là, sur la pédagogie de la vérité pour dire, moi, professeur Franklin Yamsi au Cameroun, quand je vous dis quelque chose, prenez ce que je vous dis comme une base de réflexion, chers frères et sœurs, chers amis. Ne prenez pas ce que je vous dis comme étant la vérité absolue. Je ne la possède pas. C'est une base de réflexion. Prenez cela, confrontez cela à votre expérience, confrontez cela à vos autres connaissances et produisez par vous-même ce que vous considérez actuellement comme étant la vérité. Et je suis sûr que nous serons tous ensemble de bons citoyens s'il n'y a personne qui vient penser à notre place. Si tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous l'analysons nous-mêmes. Et c'est à cela que j'invite les gendarmes, les policiers et les militaires du Cameroun. Pensez par vous-même. Comme le disait Emmanuel Kant,
lançant le courant de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle, sapere aude. Pense par toi-même. Ose penser par toi-même. Et dans l'Antiquité, l'immense Socrate disait Gnoti se auton. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Voilà, chers amis, nous avons assez causé aujourd'hui avec nos militaires, avec nos gendarmes, avec nos policiers. Nous vous avons présenté notre lecture de la situation générale et j'espère que le peuple camerounais, plus que jamais, est prêt à faire face, à empêcher la succession de gré à gré à la tête du Cameroun. Pétitionnaires, continuez. Continuez de pétitionner sur Internet. N'oubliez pas de valider le lien que vous recevez dans votre boîte mail. Continuez à pétitionner sur WhatsApp. Vos votes seront enregistrés. Vous n'avez pas de réponse immédiate parce que nous avons des milliers de personnes et nous enregistrons progressivement. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le numéro WhatsApp 0033 635 250 762. 0033 635 250 762. Pour pétitionner, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas d'email, qui n'avaient pas Internet sur vos téléphones ou vos ordinateurs. Utilisez donc le WhatsApp. Et pour tous les autres, le lien de la pétition pour le départ immédiat du diplomate voyou Christophe Guilloux du Cameroun, symbole de la France-Afrique. Ce lien est toujours disponible sur toutes nos pages et continuons de pétitionner. Quand nous allons arriver à 100 000 pétitionnaires, là, d'abord, je vais vous faire une révélation extraordinaire ce jour-là. Ce sera une méga conférence qui sera vraiment la récompense de l'arrivée à la barre des 100 000 pétitionnaires. Et j'aurai pour les pétitionnaires du Cameroun, eh bien, une information très réjouissante à partager avec vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une excellente semaine du 18 mai 2020 partout sur la Terre. Que Dieu éclaire les consciences des militaires, des gendarmes et des policiers de l'armée du Cameroun en cette année difficile, en cette année de vacances de la présidence de la République. Que Dieu inspire courage, détermination à tout Camerounais, à toute Camerounaise sur toute la terre, du Cameroun à la diaspora. Et que chacune et chacun d'entre nous, nous soyons des agents de lumière, de vérité, de justice, où que nous soyons. Je vous remercie.